Bienvenue dans Au cœur de nous, le podcast de psychologue.net pour comprendre ce qui se passe en nous et trouver des clés pour mieux vivre. À travers le regard de professionnels de la santé mentale, ainsi que des conseils et des outils concrets, notre objectif est simple. Vous aider à mieux vous comprendre et à développer des ressources pour vous sentir plus aligné dans votre vie. Parce que comprendre ce qui se passe en nous ne soulage pas seulement. Ça peut aussi transformer notre manière de vivre. Alors, on commence. Je suis Charlotte, community manager de psychologue.net et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent, l'angoisse. Cette sensation soudaine d'oppression, le cœur qui s'emballe, les pensées qui s'embrouillent, et ce sentiment difficile à expliquer mais très réel que quelque chose ne va pas. Dans cet épisode, nous allons prendre le temps de comprendre ce qu'est concrètement l'angoisse, en quoi elle se distingue de l'anxiété, ce qu'elle peut révéler de nous, mais aussi comment apprendre à l'écouter autrement et à lui redonner une place plus juste dans notre quotidien. Pour mieux comprendre ce qui se joue en nous lorsque l'angoisse prend de la place, nous accueillons aujourd'hui la psychanalyste Chloé Nicolai. Bonjour Chloé et merci d'être là aujourd'hui pour nous parler des angoisses. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'angoisse concrètement et en quoi ça se différencie de l'anxiété? Bonjour Charlotte. L'angoisse, c'est un affect. C'est une décharge pulsionnelle qui en même temps crée quelque chose de déplaisant et en même temps quelque chose de plaisant. L'angoisse, ça vient fracturer un instant de vie. Ça s'impose à soi, ça prend le corps. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de crise d'angoisse, parce que ça saisit dans le corps. Les patients, ils peuvent décrire cela comme des palpitations, des sueurs, des maux de ventre, de la nausée, un corps qui se fige, de la sueur. En tout cas, il y a quelque chose qui vient saisir le corps sans en comprendre l'objet. C'est ce qui se différencie de la peur, par exemple. Quand on a peur de quelque chose, c'est identifié, on a peur de prendre l'avion, on a peur d'une araignée, on sait quel est l'objet de notre peur. Dans l'angoisse, on n'a pas cette précision, ce qui génère quelque chose de flou en soi. Si je devais la différencier de l'anxiété, l'anxiété, on est plutôt sur quelqu'un qui s'invite et qui devient un partenaire. L'anxiété, elle fait partie d'un quotidien, il y a un fond de trame comme ça en soi qui nous oblige à nous installer dans une hypervigilance ou de la vigilance permanente. L'angoisse, elle s'invite et elle repart. L'anxiété, elle reste sur le canapé, elle s'installe. Okay. Ouais. Et dans l'angoisse, ce qui souvent, comment je pourrais le dire, empêche ou problématise chez les patients, c'est cet effet de saisissement qui arrête la vie pendant quelques minutes à quelques heures. Et autant ça vient s'arrêter quand elle apparaît, autant on reprend la vie de la même manière. C'est-à-dire ça vient, ça part. C'est pour ça que je parle de fracture. D'accord. Voilà. Alors que l'anxiété, c'est ce fond-là, c'est une trame de fond qui est un peu permanente. Qui, elle aussi, dans l'anxiété, pardon, je reviens là-dessus, mais oui, elle aussi, elle est sans objet. On ne sait pas vraiment ce qui crée l'anxiété. Souvent, c'est des systèmes qui se sont installés dans l'enfance, un environnement anxieux, je ne vais pas le développer maintenant, mais qui fait que du coup, l'enfant reste comme ça dans cette hypervigilance et qu'il reste toute sa vie jusqu'à entrer en thérapie, etc. Alors que l'angoisse, derrière, on va y venir, mais ça raconte quelque chose du désir. D'accord. Maintenant qu'on a vu la différence entre anxiété et angoisse et que c'était bien différent, que nous apprennent nos angoisses sur nous, notre histoire et ce que nous vivons finalement? Alors, pour moi, l'angoisse, c'est l'alerte d'un trop, mais d'un trop qui est constitué d'un vide. Alors, ça paraît paradoxal de le dire comme ça, mais c'est le trop d'un manque. Et dans ce manque, c'est à la question du désir. Il manque quelque chose de notre désir qui n'est pas réalisé, concrétisé, matérialisé, vécu, qui fait que du coup, il y a cette apparition de l'angoisse. Pour ça que j'ai envie de parler de l'angoisse du côté de la vie et du vivant plutôt que du côté oppressant et emprisonnant que peut être vécu, la manière dont ça peut se vivre. Parce que quand il y a une crise d'angoisse, quand il y a une angoisse qui s'installe, c'est qu'on s'est éloigné de son désir. D'accord. Et pour moi, elle a cette fonction-là, l'angoisse, c'est de montrer qu'il y a un conflit interne
entre ce que je suis en train de vivre et ce dont j'ai besoin, ce qui créerait une satisfaction en moi. Et plus l'écart est grand entre ce que je vis et ce dont je désire, plus il y a de la place pour l'angoisse. D'accord. Ça Ouais, va pour ça, ça? Ok. ça me parle. Alors, par exemple, j'ai une patiente qui arrive un jour au cabinet et c'était très touchant la manière dont elle en a parlé parce qu'elle elle vient me voir et elle me dit je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. C'est-à-dire, donc ça montre qu'elle n'en a jamais vécu. Ouais. Et c'est très Et souvent c'est vrai, ça, non? oui. On n'arrive pas à identifier. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On a l'impression qu'on fait une crise cardiaque, AVC ou je sais pas quoi, puisque ça prend dans le corps. Ouais. Et elle me dit, je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. Ok, racontez-moi. Elle m'explique que c'est une jeune femme qui a traversé un deuil douloureux. Et ce jour-là, elle doit rejoindre une partie de sa famille pour faire un repas. Elle est dans sa voiture. Elle n'avait pas très envie d'y aller, mais comme à son habitude, elle y va parce que c'est son fonctionnement. Sauf que là, elle part en voiture et sur le chemin, elle est saisie d'angoisse. Elle commence à avoir des difficultés pour respirer. Elle a des sueurs, elle transpire, son corps se fige, donc elle s'arrête sur la route. Elle est très mal. Elle comprend pas ce qui lui arrive et elle se dit, moi, est-ce que je serais pas en train de faire une crise d'angoisse? Une fois que c'est identifié, après on sait direct quand est-ce qu'on fait une crise d'angoisse. Mais là, c'est sa première fois qu'elle première fois, ouais. Et elle s'arrête sur le bord de la route. Et en fait, elle se rend compte. Là, elle identifie ce qui se passe. C'est bon, on y viendra sur la question de l'identification. Là, elle identifie ce qui se passe. Et elle se dit, mais en fait, je n'ai absolument pas du tout envie d'aller à ce repas. C'est trop coûteux pour moi d'y aller. Et elle se forçait jusqu'à ce que, en même temps, la crise d'angoisse apparaisse. Il dit, en fait, là, il y a un impossible à vivre pour moi. Et donc, je ne vais pas traverser cet impossible. Elle prend son téléphone, elle appelle, elle signifie qu'elle ne va pas pouvoir venir, et elle raccroche. Elle se calme, elle reprend la route pour aller jusqu'à chez elle, et elle me raconte que sur ce chemin, elle pleure. Elle pleure, et elle comprend pas ses larmes. Et donc en séance, voilà, donc j'identifie effectivement avec elle que c'était une crise d'angoisse, et que grâce à ça, elle a réussi à imposer quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée, à dire non à quelque chose qui était trop contraignant pour elle. Ouais. Et les pleurs, il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'il y a quelque chose, c'est que ça raconte quelque chose de la pulsion, l'angoisse, qu'il y a du déplaisir et du plaisir, parce que quand on arrive à la traverser, il y a un relâchement qui permet de poser une limite à ce qu'on ne pouvait pas faire. Là, ça allait contre vraiment son désir profond. Contre elle. Oui. Il n'y avait absolument aucun intérêt pour elle d'aller à ce moment. Elle était dans autre chose, d'autres préoccupations, d'autres désirs pour elle. Elle avait vraiment envie de préparer ce qu'elle était en train de préparer. Et elle est rentrée chez elle, pleure, et hop, ça s'est arrêté. En fait, ce que je trouve intéressant dans la question de l'angoisse, c'est pour que ça en arrive là dans le corps, pour que ça s'interpose comme ça, pour que la psyché soit à ce point-là en crise, c'est qu'il y a quelque chose de l'âme qui ne peut plus fonctionner comme ça. Ouais. Il y a un point d'arrêt, et c'est pour ça que c'est intéressant à entendre ce qui se passe dans une crise d'angoisse. Ouais. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que finalement, elle a peut-être pas directement su que c'était une crise d'angoisse, puisque c'est la première fois qu'elle en faisait une, et que ça arrive finalement très souvent. De pas savoir identifier, hein, ouais, c'est normal. Absolument. Mais là, elle a quand même su faire le lien directement entre son état physique qu'elle vivait et la cause, quand même. En fait, rapidement. c'est parce que son état lui disait, mais en fait, tu ne vas pas arriver, entre guillemets, vivante. Là, il y a quelque chose du côté de la question de la vie ou de la mort. Il y a une mort psychique qu'elle n'arrive pas totalement à repérer, mais en tout cas, il y a une mort physique où elle se dit, mais je ne peux pas continuer à conduire dans cet état. Ouais. Et c'est ce qui l'amène à dire, mais en fait, je ne suis pas en état. Il y a un état d'épuisement après, derrière une crise d'angoisse, etc. C'est grâce à ça qu'elle met un point d'arrêt. Ce qui est assez beau, d'ailleurs, je trouve, bien sûr. De l'avoir traversé. Et derrière, ce soulagement par les larmes, d'avoir laissé de la place à son désir, à ce qui était bon pour elle. D'accord. Alors, il y a quelque chose aussi qui revient très souvent en angoisse, c'est les crises d'angoisse répétitives. Oui. Alors, justement, pourquoi certaines angoisses, elles reviennent malgré le fait qu'on essaie de les comprendre ou de les contrôler? Alors, déjà, ça se contrôle pas, une crise d'angoisse, c'est ça, le principe. Et c'est pour ça, justement, que ça se répète. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de l'écart entre mon désir et ce que je fais dans ma vie. Elle se répète quand le conflit n'est pas repéré. Alors, quand bien même il est repéré, c'est-à-dire, je suis en train de vivre quelque chose de ma vie qui ne me correspond pas ou qui n'est pas bon pour moi, je remédie à ça, j'acte ça, j'y mets des ressources pour faire en sorte que
l'espace de mon désir puisse trouver un retentissement dans le réel. D'accord. Et les choses se calment. Ça revient parce que la vie est mouvement. Et que ce qui va fonctionner pendant un temps, le travail, la relation amoureuse, les relations affectives, la vie de famille, etc., ce qui semblait tenir, au bout d'un moment, parce que soit on bouge, la vie est en mouvement, ça conduit à recréer un écart entre son désir et ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un côté répétitif. Donc, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est, tant qu'on n'a pas identifié ce qui posait la problématique de sa vie, on va répéter des crises d'angoisse. Et puis, tout le long de sa vie, comme la vie est en mouvement, on peut, à tout moment, ça ne vient pas du jour au lendemain non plus, Bien mais s'éloigner de soi et de la réalité de ce qu'on fait. D'accord. Ne plus être en accord, finalement, avec ce qu'on Exactement. C'est résoudre ce conflit interne, c'est-à-dire... Il y a la grande part des injonctions. Il faut que. Je dois être comme ça. C'est bon de faire une vie. La société dit que si je n'ai pas d'enfant à tel âge, si je ne suis pas en couple à tel âge, etc. Donc, on s'immisce dans ce genre de choses. Sauf que c'est peut-être pas le désir de la personne. Dur est, par exemple, de certaines femmes d'assumer de ne pas vouloir être dans une conjugalité, de ne pas vouloir être créer une famille, etc. On voit bien le parcours que ça crée. Et d'ailleurs, certaines femmes disent « Oh là là, mais je suis contente d'avoir 40 ans parce que maintenant, je me libère d'une injonction sociétale ou d'une injonction familiale. » Donc, c'est ce conflit entre son désir, l'injonction et la pulsion. C'est ça qui crée l'angoisse. C'est quand il y a cette conflictualité-là. D'accord. J'espère que je suis un peu Très plus clair. Ok. Très clair, très clair. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que ces angoisses, elles ont une utilité ? Elles ont nécessairement une utilité parce que comme elles empêchent à un moment de vivre, elles obligent le sujet ou la personne à s'interroger sur ce qui est en train de se passer en soi. Elles figent. Et oui. J'ai un patient qui me dit l'angoisse m'anime. J'aime beaucoup quand il dit ça parce que en fait, à un moment, il a considéré, il prend parti de faire partenaire sa crise d'angoisse. Alors, je ne dis pas qu'il est dans un moment de plaisir, personne ne l'est, mais il sait que c'est un état d'alerte, que c'est une boussole pour lui. Quand je fais une crise d'angoisse, c'est un avertissement d'une distanciation entre mon « je » et la réalité de ce que je fais de moi ou de mon désir. Donc, cet écart-là, il le dit comme ça, l'angoisse m'anime. Ok, qu'est-ce que je repère de ça ? Et ça le conduit à s'interroger sur qu'est-ce que je dois comprendre de ce que je fais et quelle autorisation, quel moteur l'angoisse me met. J'aime bien l'idée du moteur parce que ça recrée une énergie en soi et derrière, ça demande de lever une autorisation. Lorsqu'il y a des injonctions... Oui. Le pare-feu aux injonctions, c'est de générer une autorisation. Il faut que je sois parfaite, se donner le droit à l'erreur. Pour un exemple simple et schématique. Et les injonctions sont assez facilement repérables, on le sait. Oui. Nous, on le repère facilement chez les personnes, mais les personnes elles-mêmes, elles peuvent le voir aussi. J'imagine, il faut que, je dois que... Oui. C'est comme ça. Absolument. Ouais. Et puis ce côté de ne pas pouvoir faire de choix. Cette impression d'être figé dans une existence, dans une forme d'existence. Alors que l'angoisse, elle vient de dire, en fait, justement, si tu restes là-dedans, tu vas rester figé. Ça génère une passivité et un mal-être tellement fort. C'est pour ça que ça vient saisir et le corps et l'âme et l'esprit, parce que ça nécessite un déplacement presque vital. Donc je crois que l'angoisse, c'est un partenaire pour moi. Elle a cette utilité de pouvoir faire admettre à la personne qui ne veut pas entendre ou ne veut pas voir la vérité en face. Mais dans une manière détournée, on est d'accord, parce que finalement, c'est physique, c'est le corps. Donc, j'imagine que autant pour ta patiente qui, tout à l'heure, a su faire le lien, même si elle savait pas ce que c'était une crise d'angoisse, elle a su faire le lien entre ce qui lui arrivait et la cause, mais c'est peut-être pas aussi évident que ça pour beaucoup d'autres personnes, non ? Et c'est une vraie enquête. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas... on en parlait lorsqu'on s'était évoqué les choses sur le transfert, où les psys devraient savoir pourquoi il y a une crise d'angoisse chez le patient, mais parce que nous sommes tous des êtres singuliers, chacun va nicher dans son angoisse quelque chose de son désir, ou de son besoin, ou de sa satisfaction, etc. Donc c'est comment, lors d'un travail thérapeutique, le patient peut commencer à investiguer ce qui se passe en lui, pour arriver à discerner l'écart qu'il y a entre ce qui le rend heureux et ce qu'il met en place. Ça prend du temps.
Ça prend du temps et c'est pour ça que pour moi, les solutions magiques... Alors, je suis pas ni anti-médicamenteux, ni pro-médication, mais quelquefois, il faut soulager le système nerveux et du coup, s'autoriser à prendre des anxiolytiques pour calmer et remettre de la disponibilité psychique. Pour autant, les solutions magiques, je suis psychanalyste. Elles n'existent pas. Je vais essayer. Tu as le droit. Ok. Tu as le droit, Claire. J'ai forcément une démarche sur long cours et introspective. Donc, les solutions dites magiques, modernes, actuelles, type coaching, qui, je trouve dommage parce qu'elles peuvent passer à côté d'une solution plus juste pour la personne. Alors qu'une angoisse comme la dépression, on y reviendra, ça se traverse. C'est vraiment une traversée. Et il y a une modification après du sujet quand d'un coup on comprend, on saisit ce qui s'est passé derrière. L'enjeu derrière l'angoisse, c'est d'identifier quel est le désir. J'aimerais qu'on aille aussi un peu plus loin sur une chose. Tu me dis qu'il y a eu donc l'angoisse née d'un désir qui n'est peut-être pas écouté. Oui. Tu me dis que c'est un désir profond. Est-ce que c'est forcément un désir profond, comme on va dire, ou ça peut être un petit désir, mais qu'on se cache, Est-ce que c'est forcément quelque chose vraiment d'important? Ou est-ce que c'est juste un petit caillou qui parfois peut mener à des crises d'angoisse? Moi, c'est la question que je me pose. Je crois pas que le caillou dans la chaussure, il enquiquine le caillou dans la chaussure. Il gêne. Il n'arrête pas. Alors qu'une crise d'angoisse, vous voyez, je pense que tout le monde dans sa vie a traversé une crise d'angoisse, elle fige le caillou dans la chaussure, on bricole autour. Le problème, c'est qu'un caillou dans la chaussure, qui se rajoute dans la chaussure, c'est l'accumulation de ces cailloux-là, qui font qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne se vit pas. Mais par exemple, une frustration professionnelle, ça peut amener à une crise d'angoisse. Une personne, ça paraît être juste le caillou dans la chaussure, et pour autant, ça dit beaucoup pour le patient. Pour toi, Charlotte, la question professionnelle ne sera peut-être pas un sujet. Pour autant, pour moi, la question professionnelle, elle va être un sujet. Donc, pour toi, de ton point de vue, ça va être un coup dans la chaussure, alors que pour moi, c'est le rocher. C'est ce qui m'empêche. Donc, ça, c'est pareil. Ça va dépendre de comment et où le sujet ou la personne y trouve son système, son propre système de valeurs. Exactement. Son système d'épanouissement. En fait, il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais vraiment la question professionnelle, familiale, le lieu de vie, ça peut engendrer quelque chose de foncièrement déplaisant et conduire à autre chose. L'angoisse, c'est le premier jalon, avant potentiellement une dépression, par exemple. Lacan, il dit c'est l'affect qui ne trompe pas, et c'est le dernier rempart au réel. C'est-à-dire que vraiment l'angoisse, c'est celui qui met une forme de vérité à nu. C'est celui qui dit, en fait, là, c'est plus possible. C'est la boussole du vivant pour moi. D'accord. On va passer maintenant à un moment pensé pour les utilisateurs, avec des ressources, pour donner des ressources, des outils, des solutions concrètes qui vont les aider dans leur quotidien. Alors justement, Chloé, que faire quand l'angoisse prend trop de place et comment transformer cette angoisse en quelque chose d'utile? Travail thérapeutique. Alors, première intention, on respire, nanana, enfin, vous voyez toutes les techniques qu'on connaît. Si c'est une angoisse qui est vraiment mobilisante et qui a le vécu du quotidien qui doit être traversé, je pense aux personnes qui ont des enfants, etc. Et que, voilà, évidemment, qu'on se fait aider par de la médication sur quelques jours, si nécessaire. Le travail thérapeutique, pour moi, il est fondamental pour identifier ce qui se passe, pour identifier la contradiction. Et ainsi permettre de mettre le doigt sur... Quand bien même, il y a souvent ça. J'ai tout pour être heureuse. Ou j'ai tout pour être heureux. J'ai tout. Il n'y a pas de raison que. Pour autant, je fais des crises d'angoisse. Oui, mais avoir, ce n'est pas être. Oui. Donc, et puis, j'imagine que derrière cette phrase, il y a j'ai tout selon la société, non? Oui, selon la société ou le système d'où je viens. Familial. Ouais. Mes parents sont contents parce que ci, parce que ça. Donc, l'idée, c'est d'arriver à calmer l'état d'angoisse, créer de l'expression autour de ça, repérer quand est-ce qu'elles apparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé avant, après, quelques jours... Enfin, voilà, qu'est-ce qui déclenche le système. Et identifier ce qui est manquant. Ce fameux je suis plein d'un manque, quoi. Ouais. Identifier ça, parce que, quand je disais tout à l'heure, j'ai tout pour être heureuse,
derrière, il y a... je me satisfais de ce que j'ai. Cette satisfaction amène son lot d'insatisfaction. Et c'est là où il y a un travail à faire. C'est-à-dire, c'est là où il y a une contradiction, il y a un paradoxe, c'est que je me satisfais de quelque chose qui ne me satisfait pas. Et nous, les humains, on est très très doués pour y mettre de la souffrance dans un système de plaisir ou de jouissance. Donc là, c'est très psychanalytique d'employer ce terme-là, je m'en excuse, mais j'ai l'obédience. Donc ce système-là de souffrance dans la jouissance, il est à repérer aussi. Le sommet, ça serait de dire, j'ai saisi ce qu'il en était de mon désir, je l'ai cerné et je suis suffisamment conscient de ce qu'il en est et de mon fonctionnement pour arriver à mettre en place les ressources pour l'incarner, ce désir. D'arrêter de m'auto-flageller ou d'être dans un auto-sabotage, c'est le grand terme là-dessus, mais d'arriver à oser à le mettre en place. Oui. Donc le sommet, ça serait vraiment de dire ça, c'est-à-dire je me dégage d'un système parental, sociétal, familial. Si je suis juste avec moi, qu'est-ce que ça me raconte, quoi ? Qu'est-ce que l'angoisse est venue me raconter de moi, de mon histoire, de mon désir, de mon envie ? Et qu'est-ce qu'à partir de là, je suis arrivée à saisir ? Et qu'est-ce que je remodifie ? Comment, à travers une thérapie, j'arrive à trouver les outils pour instaurer ce qui va m'épanouir dans la vie. C'est ça le gros enjeu, pour moi, dans l'acte thérapeutique. Tu me parlais d'identifier, qui est la base. Identifier, est-ce qu'on peut parler de sorte de journaling, de tenir un journal pour identifier ça justement ou... Ça serait tellement simple de pouvoir le faire. C'est-à-dire que pour moi, la question du désir, elle est aussi très inconsciente. Donc c'est un travail avec l'inconscient. Qu'est-ce que j'ai refoulé d'un rêve ? Qu'est-ce que j'ai refoulé d'un désir ? Oui, en effet. En effet. Donc, effectivement, on pourrait prendre un journal et se dire j'ai adoré faire ci, faire ça, je me sens bien à tel endroit. Ça, c'est des repères, des ressources qui disent dans tel environnement, dans telle situation de travail, ou dans telle situation familiale, il y a quelque chose en moi qui se dégage. Oui, mais il y a la question de l'inconscient derrière. Oui, bien sûr. Que j'ai mis de côté parce que pendant un temps, il a fallu que je réponde à des instances familiales ou que je me suis interdit parce que mon père, ma mère n'ont pas vécu ça. Et donc, c'est des injonctions inconscientes d'ailleurs. Donc, il faut aller creuser là derrière. D'accord. Je dirais les deux, du coup. Il faut être dans du « et », je crois. C'est vrai. Et si je fais des crises d'angoisse à répétition, quel type de thérapeute psy je peux aller voir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'indiqué concrètement ou Je crois que toute thérapie, je n'ai pas du tout envie de cliver les actes thérapeutiques. C'est trop un sujet en plus en ce moment qui est maladroit, je trouve, qui n'est pas juste. Et ça dépend surtout du besoin de la personne. Il y a des personnes qui vont, dans un premier temps, entrer dans des thérapies brèves parce que c'est vital. Il faut vite refonctionner. Et moi, j'aurais tendance à dire, on met un petit pansement là pendant quelques années. J'ai un patient, c'est ça. Il a fait des TCC, une thérapie brève pendant longtemps. Il a eu des outils, il a acquis des outils qui sont bien. Et pour autant, il y a cette pulsion de vie qui n'est pas là. Et donc, il arrive avec ça en séance. Et on travaille sur cet écart-là entre qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie et où je suis moi, et cet espace qui est, plus il est grand entre qu'est-ce que j'ai mis dans ma vie et qu'est-ce que je veux moi, plus il y a de l'espace pour l'angoisse. Donc l'idée, c'est vraiment de le réduire. Et l'acte thérapeutique, pour moi, il a ce travail-là, de créer cette réduction. D'accord, ça fait sens. Merci. Merci plaisir. Chloé d'être venue nous parler aujourd'hui des angoisses et de nous en avoir appris plus là-dessus. Merci. Aujourd'hui, avec la psychanalyste Chloé Nicolai, nous avons parlé de l'angoisse et de ce qu'elle vient dire de nous, au-delà de ce qu'elle nous fait ressentir. Si cet épisode nous laisse une idée importante, c'est peut-être celle-ci. L'angoisse n'est pas un problème à éliminer à tout prix, ni un signe de faiblesse. Elle est souvent le reflet de quelque chose en nous qui cherche à être entendu, compris ou régulé. Apprendre à reconnaître ces signaux, à mettre du sens sur ce que nous vivons et à accueillir ces manifestations autrement peut être une première étape pour transformer notre rapport à l'angoisse et lui redonner une place plus juste dans notre quotidien. Si cet épisode a résonné en vous et que vous sentez que vous auriez besoin d'être accompagné, vous trouverez dans la description plus d'informations sur Chloé Nicolai, ainsi que des liens vers notre site et nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, chez psychologue.net, nous pensons que chacun a le droit de se sentir mieux.
C'est pourquoi nous disposons d'un site avec un large réseau de professionnels qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement, avec écoute, respect et sans jugement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre du podcast Au cœur de nous de psychologue.net. Merci de nous avoir écoutés.